Merci de nous rejoindre pour le décryptage sur Niwad Info. Après 14 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré son grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Il s'agit du plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique et qui doit atteindre à terme une capacité de production de plus de 5000 mégawatts. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le pays a attendu 14 ans pour voir enfin ce gigantesque projet aboutir. Pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps? Cela a pris autant de temps pour deux raisons. La première raison, il faut reconnaître que c'était une grosse infrastructure qu'il fallait mettre sur pied. Plus de 4 milliards plutôt de dollars. Bon, vous imaginez si vous transformez en CFA, ça dépasse le budget de certains États. Ça, c'est un aspect qui est là, qui est l'aspect financier. Vous avez l'aspect technique. Quand on veut mettre en place une aussi grosse infrastructure, il faut des études, il faut voir les études d'impact, il faut. Il y a un troisième élément qui n'est pas directement lié à l'infrastructure lui-même. L'Égypte n'a jamais accepté ce barrage. Le Soudan avait une position moins tranchée que la position de l'Égypte. Donc pour la construction de ce barrage également, il a fallu tout un ensemble de discussions sur le plan diplomatique avec les États-Unis, avec les Émirats arabes unis, avec l'Union africaine. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ces négociations n'ont pas abouti, puisque l'Égypte et le Soudan craignent que le barrage puisse entraîner des conséquences au niveau de leur pays. Et le barrage de la Renaissance est décrit comme un projet stratégique pour l'Éthiopie. Comment pensez-vous qu'il va justement permettre de transformer l'économie du pays? De façon générale, quand on écoute les économistes parler, puisque aujourd'hui tout le monde parle d'industrialisation, on dit qu'un des freins à l'industrialisation, c'est l'énergie. Soit il n'y en a pas, il est compliqué de parler d'industrie là où il n'y a pas d'énergie, soit il y en a, mais le coût est tellement élevé que quand on fait le prix du produit qui est issu de cette industrie, l'électricité va prendre une bonne partie du produit final. Et en ce moment, la qualité et le prix, le produit, il y aura un problème. Il y a un problème de compétitivité qui va se poser automatiquement. Donc effectivement, en matière d'industrialisation, un barrage aussi énorme qui peut apporter plus de 5000 kilowatts quand ça sera à 100%, mais il est clair qu'on pourra donner de l'énergie aux populations, on pourra donner de l'énergie aux entreprises. N'oublions pas que ce n'est pas de l'électricité qui vient du pétrole dont le baril change, mais ça vient de l'eau qui naturellement est là. Vous prenez, ça coule, vous ne prenez pas, ça coule. C'est plutôt également de l'énergie verte, puisqu'il y aura moins de pollution. Moi, je crois qu'effectivement, ce barrage est quelque chose d'extrêmement important pour l'Éthiopie, et ça va aller au-delà, parce que la quantité d'électricité qui va être produite, l'Éthiopie pourra en profiter et éventuellement même en fournir à des pays voisins. Et en termes de couverture, est-ce que ça marque un tournant pour le pays, mais au-delà de l'Éthiopie, au moment où cette énergie, cette ressource se fait rare à certains endroits, comment est-ce que l'Afrique va pouvoir en bénéficier? En fait, c'est l'Éthiopie d'abord qui va en bénéficier. N'oublions pas que c'est un pays qui est particulièrement peuplé. C'est vrai qu'on parle souvent de ce pays avec ses guerres, etc. Ce pays est particulièrement peuplé et la couverture en matière d'électricité est extrêmement faible. Si les projections se vérifient, 60% de ceux qui ne sont pas encore raccordés à l'électricité vont pouvoir rapidement être raccordés à l'électricité. Vous voyez un bond de 60% en matière d'électrification, ce que ça peut produire pour les populations directement. Maintenant, la quantité est là. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Éthiopie produit déjà de l'électricité. Donc ça vient en plus d'une production qui est là. L'Éthiopie va pouvoir exporter de l'électricité, en particulier vers le Kenya, vers le Soudan. Il y a même le Soudan du Sud qui déclare déjà qu'eux, ils sont preneurs pour venir acheter de l'électricité au niveau de l'Éthiopie. Donc en plus du fait que ça permet de faciliter l'industrialisation du pays, de permettre aux populations de pouvoir accéder à de l'électricité, mais c'est une occasion également de rentrer de fonds pour l'Éthiopie qui va pouvoir vendre de l'électricité aux pays voisins qui le désirent. Et après 14 ans de travaux, le barrage est enfin terminé. Mais quels ont été les principaux défis rencontrés dans le développement de ce projet?
Ben, il y a eu deux défis. Le premier défi, comme d'habitude, le barrage est parti sur la base d'un projet à financer à l'international. L'Égypte s'est opposée de façon catégorique à ce projet, ce qui crée des difficultés pour les partenaires parce que est-ce que je vais aller financer quelque chose qui va finir par un conflit? Parce que par moment, il faut le dire, les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie ont été particulièrement tendues à cause de la question de ce barrage. L'Égypte également a fait son travail sur le plan international en décourageant les financiers sur le plan international. Ce qui s'est traduit pour moi par une très bonne chose. Parce que ce barrage est un barrage éthiopien. L'État éthiopien a mis de l'argent. L'État éthiopien a émis des obligations pour permettre à des Éthiopiens de pouvoir acheter des obligations et être copropriétaires du barrage. Et c'est vers ça que nous devons aller en Afrique. On doit pouvoir, même avec d'aussi grosses infrastructures, fabriquer ces infrastructures, peut-être pas encore par les Africains, parce qu'ici, il y avait surtout les Italiens, mais exiger en même temps le transfert de compétences, mais être les propriétaires sur le plan financier pour ne pas être dans des conditionnalités où on construit le barrage, je vous dis que ça fonctionne pendant 15 ans, pendant que ça fonctionne pendant 15 ans, je prends 80% des revenus du barrage, vous prenez 20%, peut-être qu'après 15 ans, le barrage n'est plus ce qu'il était auparavant, il faut le réhabiliter, il faut que moi je vienne encore le réhabiliter, vous allez me donner de l'argent, mais voilà quelque chose qui appartient à l'Éthiopie. Pour moi, on aurait pu voir même encore plus grand pour en faire le premier élément africain. C'est-à-dire que le financement soit un financement africain, qu'on s'entende sur les règles pour que ce barrage produise de l'électricité et qu'on puisse, à partir de cette électricité, alimenter autant de pays africains que possible. Mais on aurait pu faire la même chose sur le fleuve Congo. Le besoin est là dans plusieurs pays sur le continent. Les pays souffrent actuellement avec délestage, tous les pays posent le même problème. Quand ce n'est pas le délestage, c'est de l'électricité que nous faisons avec du pétrole. Au-delà de la pollution, il y a ce problème que beaucoup de nos pays ne produisent pas le pétrole, donc on dépend d'un marché international qui baisse, qui monte, sans qu'on ne puisse le maîtriser. Alors qu'on a d'autres espaces. Le Sahara est là pour de l'électricité solaire. Le fleuve Congo est là, qui peut faire autant, sinon plus. Et il y a des exemples. Au niveau du fleuve Sénégal, il y a le barrage de Diama, il y a le barrage de Manantali, qui sont des barrages communs avec ce qu'on appelle OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, avec la Mauritanie, avec le Sénégal, avec le Mali, où ensemble les gens ont voulu faire une structure qui produit de l'électricité et cette électricité est partagée entre les pays. Mais si on parle d'intégration africaine, voilà des choses concrètes qui peuvent nous mener rapidement à une intégration parce qu'on a les mêmes problèmes, on a besoin de la même solution et très souvent seul, on a des difficultés pour porter la solution. Mais qu'on se mette ensemble, c'est ça le sens, à mon avis, de l'Union africaine. Et vous le disiez, le projet a créé des tensions diplomatiques avec des voisins, des pays voisins de l'Éthiopie, notamment l'Égypte et le Soudan. Mais dans ce contexte, comment est-ce que l'Éthiopie entend gérer ses relations avec ses voisins, tout en poursuivant la mise en service du barrage? Si on s'en tient au discours du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, on peut espérer qu'avec lui, il n'y aura pas de conflit. Il a été très clair, le barrage n'est pas fait contre quelqu'un. Au contraire, il trouve que le barrage doit pouvoir profiter à tous ceux. On a pu observer la présence de dirigeants de pays voisins à l'inauguration. Tout à fait. Mais le discours, pour moi, est un discours qui rassure et qui, en principe, va pouvoir permettre de régler ce problème dont je parlais, qui n'a jamais été réglé, puisque l'Égypte est plus exigeante en demandant qu'il y ait un accord contraignant. C'est l'expression qu'ils utilisent. Ce n'est pas mon mot. Contraignant pour ce qui est du barrage. Parce qu'il faut rappeler que l'Égypte dépend pratiquement à 95% du Nil. Ce barrage est un barrage énorme. Il peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. Et la crainte pour l'Égypte, c'est que ce Nil, que les Égyptiens appellent le don de Dieu, tellement il est important pour eux, parce qu'une bonne partie de l'Égypte est désertique, qu'on ne l'oublie pas, si le barrage devait retenir les eaux, les conséquences vont être dramatiques parce qu'une bonne partie de l'eau douce utilisée par les Égyptiens, ce qu'ils utilisent également pour l'agriculture, cette eau-là provient du Nil. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu ici, parce que si le barrage devait faire en sorte qu'il y ait moins d'eau
l'Égypte va se retrouver dans des problèmes. C'est pourquoi l'Égypte est très exigeant en voulant quelque chose de contraignant. Le Soudan l'est moins. Le Soudan demande même un accord tripartite. Égypte, Éthiopie, Soudan. Le Soudan, lui, son problème, c'est que vous avez un pays qui est souvent victime d'inondations. Eux, ils s'interrogeaient sur la solidité de l'infrastructure, la gestion de l'infrastructure, parce qu'ils craignent que le jour où il y aura une rupture, mais c'est eux qui vont se retrouver dans d'énormes difficultés. Donc, en fait, il y a des inquiétudes, à mon avis, qui sont des inquiétudes justifiées, qu'on peut parfaitement déposer sur la table, discuter et trouver des accords, parce qu'on n'a pas vu, de la part du Premier ministre actuel, une attitude quand même qui soit belliqueuse par rapport à ces pays. Mais vous connaissez nos espaces, il suffit qu'on change de Premier ministre pour que les donnes changent. Et en cela, effectivement, ces pays n'ont pas totalement tort en voulant un accord pour qu'il y ait une sorte de garantie. Espérons que ce que l'Union africaine n'avait pas réussi jusqu'à présent, avec l'inauguration du barrage, avec le discours d'Abiy Ahmed, il sera possible d'avoir cet accord pour que ce barrage soit quelque chose qui apporte un plus à l'Afrique, au lieu de faire partie de ce qui va créer encore des conflits entre des pays africains. Et les écologistes se questionnent également sur les impacts sur l'écosystème également locaux, mais aussi des riverains. Oui, ça c'est pourquoi je disais les 14 ans. Espérons que toutes ces études dont je parle ont été faites et comme il se doit. Parce que ça va être un des plus gros défis qui attendent. Après, l'infrastructure est là, c'est un acquis. Mais si tous les préalables n'ont pas été respectés, mais tout le monde va voir les conséquences et rapidement. J'espère que ces préalables ont été respectés. L'autre défi qui est là, c'est la gestion même, y compris d'un point de vue technique. Qu'on se rappelle la rupture du barrage au niveau de la Libye, ce que ça a fait comme dégâts, ce que ça a fait comme nombre de morts. Parce qu'on parlait ici de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Quand ça se déverse quelque part, on n'a pas le temps de se sauver. Hein. Donc, il est important que dans la gestion d'un point de vue technique, la solidité de l'infrastructure, la question de l'amortissement, qu'on suive l'infrastructure pour savoir qu'il y a telle chose qu'il faut refaire, il y a telle chose qu'il faut changer, etc. Il faut que ce travail-là soit fait comme il se doit pour qu'on ne dise pas seulement, voilà un projet, on l'a réussi, on l'a inauguré, et qu'après on se retrouve avec des histoires qui ne vont pas finir. Il faut qu'on aille vers une autre Afrique où on sait mettre en place une infrastructure, mais on sait également gérer l'infrastructure qu'on a mis en place. Pensez-vous que le barrage pourrait devenir un outil stratégique dans la diplomatie énergétique, permettant également à l'Éthiopie de vendre cette énergie à d'autres pays? Mais bien sûr, avec plus de 5000 mégawatts, l'Éthiopie, avec ce que l'Éthiopie produisait déjà, qui faisait déjà à peu près plus de 2000 et quelques mégawatts, l'Éthiopie ne risque pas d'utiliser cette électricité d'un seul coup. Et autant l'électricité est quelque chose de nécessaire, autant l'électricité crée un problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre, conserver comme un sac de riz. Quand on le produit, il faut le distribuer. Donc l'Éthiopie a intérêt à pouvoir atteindre la production à 100% pour que le barrage joue son rôle, pour que le barrage soit également rentable. Mais il y aura une partie d'électricité qu'il va falloir négocier pour pouvoir le céder à des pays qui en ont besoin. Et les pays qui en ont besoin existent. Mais l'exemple est tout simple. Est-ce que d'autres pays vont dire, nous aussi, il y a une partie du Nil qui passe chez nous, nous aussi, on va installer un barrage pour produire de l'électricité? Je crois qu'il est plus facile. Justement, quelles sont les difficultés que l'Éthiopie devra, à ce stade, anticiper pour garantir une meilleure gestion de l'eau, du Nil et aussi tenir compte des besoins de ses voisins? Il y a déjà des règles internationales sur la gestion de l'eau. Puisque l'eau a cette particularité, si je prends le cas de chez moi, on a un fleuve qu'on appelle fleuve Sénégal. Mais en réalité, l'essentiel de l'eau qui se trouve dans le fleuve Sénégal vient de la Guinée. Vous avez un fleuve qu'on appelle Niger. On aurait plutôt dû l'appeler Mali, quand on regarde là où se trouve le fleuve, etc. Niger. Vous avez la même chose avec le Nil. L'Égypte en profite alors que l'embouchure se trouve au niveau de l'Égypte. L'eau ne vient pas de l'Égypte tout simplement. Donc, sur le plan international, il y a une réglementation. Quand il y a cette eau qui est là, qui traverse, qui a un caractère, j'allais dire, international, pour qu'un des pays ne fasse pas blocage par rapport à l'autre pays pour ce qui est de l'accès à l'eau. Puisque ça pose un problème qui dépasse un pays, ça crée tout un environnement. Quand vous bloquez l'eau, vous créez un autre environnement. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la relation entre les États. C'est pourquoi il faut pacifier la relation entre les États africains. Il faut qu'on se mette à envisager notre avenir en commun, pas les uns contre
les autres. Mais si on le fait, l'Afrique ne doit pas avoir de problème d'électricité. On a suffisamment de cours d'eau où on peut trouver de l'électricité. On a suffisamment de soleil pour pouvoir trouver de l'électricité. En plus, on a suffisamment de terres cultivables pour nourrir l'Afrique. Alors que regardez, à chaque fois, on dit on nous a donné 10 000 tonnes de blé, 10 000 tonnes de riz, 10 000 tonnes de mil, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir cultiver et mettre même sur le marché international. Mais ça ne sera jamais possible tant qu'on pense le développement dans nos petites entités d'État, tant qu'on est là à chercher un ennemi à côté, au lieu de mettre ensemble nos compétences, nos éléments techniques, nos éléments financiers, pour faire quelque chose qui ressemble à ce barrage, ou bien même qui le dépasse, parce que c'est possible. 400 milliards en francs CFA, c'est énorme. Et comment le pays a pu mobiliser ces ressources nécessaires? En fait, ils y sont allés étape par étape. C'est ça qui a fait également les 14 ans, puisque la recherche de fonds sur le plan international, qui est généralement la méthode la plus simple, mais où on devient dépendant par rapport au remboursement, où on peut même être conditionné par rapport au projet qu'on va faire, n'avait pas marché. Mais l'État a pris ses responsabilités pour faire le barrage, en mettant de l'argent public directement. L'État a sollicité des privés kenyans qui ont les moyens pour qu'ils viennent investir dedans comme étant des copropriétaires, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Ça ne suffisait pas, mais ils ont fait ce que nos États font pour emprunter de l'argent généralement. Nous, on le fait souvent dans le cadre de la BRVM au niveau de l'UEMOA. On lance des obligations que celui qui veut peut prendre, vous donnez une somme, on vous rembourse, plus un taux d'intérêt sur un certain nombre d'années. Ils ont fait également cela, et cela a permis d'amasser de l'argent, et essentiellement de l'argent éthiopien. Et pour moi, c'est une des leçons qu'il faut tirer de ce barrage-là. Si l'Éthiopie a été capable, à plus de 60%, de réaliser ce barrage, mais si les Africains se mettent ensemble, on doit pouvoir faire 3 fois plus que ce que l'Éthiopie a fait. Qu'on apaise les relations entre nos pays, qu'on se mette tous dans cette perspective d'Union africaine, qu'on comprenne que nous avons une destinée commune. Il sera difficile que les gens s'en sortent sans les autres, parce que souvent, il y a des interdépendances entre nos pays. Mais si on prend ces éléments, on les met en commun, l'Union africaine sera plus forte, et l'Afrique se retrouvera plus forte économiquement, politiquement, y compris militairement. Et pour conclure, que représente ce projet donc pour l'Éthiopie, mais également pour toute la région? Mais pour toute la région, c'est un exemple. C'est un véritable exemple qu'on doit même multiplier. Vous avez le cas de la raffinerie de Dangote au niveau du Nigeria. C'est vrai qu'il est allé tout seul, mais pourquoi il va aller tout seul? Il y a d'autres milliardaires en Afrique. Pourquoi ne pas y aller avec d'autres milliardaires africains, faire une raffinerie, de sorte qu'on n'aura pas besoin d'implanter de petites raffineries un peu partout, mais on sait qu'on a quelque part une raffinerie suffisamment énorme pour alimenter au moins la moitié du continent africain. On mettra une autre raffinerie vers le sud pour alimenter le reste du continent africain. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Et c'est ça qu'on nous avait promis avec le NEPAD. C'est ça qu'on nous promettait avec le plan Oméga. On est en train d'oublier toutes ces choses alors qu'on a besoin de ces infrastructures pour pouvoir avancer. On nous avait promis une autoroute qui va quitter le Caire en Égypte pour aller jusqu'au Cap. Des chemins de fer également. Des chemins de fer à grand écartement standard pour qu'on puisse se brancher également à partir des pays. On avait dit on va faire la même chose d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, en passant par N'Djamena. Mais en réalité, si ces choses n'existent pas, la ZLECAf ne marchera pas. Parce que pour faire quitter des marchandises aujourd'hui en Égypte, les amener jusqu'en Afrique du Sud, si tu regardes le coût, je me demande à combien tu vas les vendre. Il faut ces autoroutes, il faut ces chemins de fer, et ça va participer au développement économique du continent africain et au brassage également entre les Africains. Nous ne nous déplaçons pas suffisamment parce que l'avion coûte trop cher. Il faut qu'on ait une compagnie africaine qui desserve au moins toutes les capitales africaines et à un coût qui permette aux Africains de pouvoir voyager. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage des jours.